Salut, c'est Mathias. Je vous fais une petite vidéo d'introduction pour contextualiser un petit peu la discussion qui suit. Alors j'ai pu discuter franc-maçonnerie avec Jacques Ravenne et Éric Giacometti qui sont respectivement auteurs et francs-maçons, et Éric Giacometti qui est auteur, ex-journaliste. Je me suis régalé à discuter avec eux, mais j'ai conscience de l'aura mystique et mystérieuse qui enveloppe la franc-maçonnerie, et je me dis que certains d'entre vous aimeraient peut-être accentuer cet aspect-là, aller encore plus loin dans la discussion à ce niveau. Donc ce que je vous propose, c'est ce que j'ai pu faire fut un temps, ce qui était les discussions entre abonnés, les discussions entre auditeurs, le format auditeur, je l'appelais, où on se réunit à 3 ou 4. Alors comment participer? C'est simple, c'est par candidature email tout simplement. Les gens sélectionnés seront ceux qui m'écrivent un mail bien rédigé, avec leurs intentions, et il faut que vous ayez un certain rapport quand même avec la franc-maçonnerie, que vous ayez des connaissances sur le sujet, et que vous soyez clair et précis sur ce que vous voulez dire, pas que vous soyez juste curieux, juste discuter comme ça pour au final ne pas dire grand chose. Je veux vraiment des gens pertinents et qu'on ait une discussion vraiment enrichissante et pertinente. L'adresse pour me contacter se situe dans la description, sous la vidéo. Sinon, vous êtes toujours une masse assez considérable de non-abonnés à suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner tout simplement, comme ça vous ne louperez pas les prochaines émissions, et en même temps ça me soutient et ça m'aide énormément au niveau du référencement. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Cool, super. Bonsoir à vous deux, messieurs. Je suis super fier et super ravi de vous recevoir parce que ça fait un petit moment que je vous lis. Donc je suis un petit peu ému, mais ça me fait super plaisir. Vous venez de sortir le livre 669 aux éditions Latte. Alors j'ai pas eu le plaisir de me le procurer pour l'instant, mais j'ai bien les 3 premières, du coup c'est le 5e tome de la saga du Soleil Noir. Eric, est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de ce nouvel ouvrage, histoire de nous le vendre ou de nous raconter de quoi ça parle? Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. En fait, ça a commencé comme une trilogie pendant la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est l'histoire d'un trafiquant d'art, Tristan Marcas, espion qui travaille à la fois pour les nazis et les Anglais et qui va partir à la recherche de reliques censées détenir un pouvoir. Et ça va le mener de Paris à Berlin, à Rome. Et à travers sa quête, on va croiser des personnages connus, historiques, comme Himmler, Hitler, Mussolini, etc. Mais aussi, on va essayer un peu de s'intéresser à tout ce qui s'est passé sous l'angle ésotérisme et nazisme. Alors nous, notre démarche, c'est pas de tomber dans le conspirationnisme, de dire que voilà, tout était vrai, mais enfin, on essaie de s'appuyer sur certaines sources. Donc, si vous voulez, ce sont des ouvrages de fiction, donc on n'a pas la prétention de révéler des vérités cachées, qu'on soit bien clair. En revanche, on développe, on donne des éléments qu'on peut aller vérifier, on peut aller ensuite vérifier sur le net, et des fois la réalité dépasse la fiction. Alors ce 5e tome, du coup, c'est le tome final, ou est-ce que il y aura peut-être une prolongation Alors non, ensuite en fait, on en aura encore d'autres. Pardon, ça va me tomber. On en aura encore d'autres. Mais à chaque fois, on va s'intéresser à une année particulière. Voilà. Et là où, là, en ce moment, on est en 1944, quasiment à la veille du débarquement. Et voilà, je vous laisserai découvrir. Parce que du coup, qu'on vous présente quand même un minimum aux auditeurs. Vous, Eric, vous êtes journaliste et écrivain. Alors, je Jacques... l'étais, non, je ne suis plus journaliste depuis Ah, 10 ans maintenant. vous ne l'êtes plus, parce qu'au final, c'est ce qui est marqué un petit peu partout. Du coup, je me suis permis de reprendre Oui, ce titre, mais... non, j'ai quitté le Parisien en 2012 et je ne suis plus journaliste. Je suis purement écrivain et scénariste de BD. Parce que votre duo, il est vraiment vendu comme Eric, on va dire l'auteur, du coup, ex-journaliste, et Jacques, Oui, excellent. Voilà. le franc-maçon, du coup. Alors, Ouais, comment ça vous, c'est vrai. comment vous procédez? C'est quoi votre méthode de travail en fait? Vous écrivez des fictions historico-ésotériques autour du policier franc-maçon Antoine Marcas, mais comment vous travaillez? Est-ce que c'est Jacques Euh, qui donne les infos? Est-ce que c'est Eric qui fait une sorte de recueil des infos de Jacques? Comment ça se passe? En fait, c'est un travail qui est totalement partagé. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de trouver l'idée du prochain livre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que on se voit régulièrement, que ce soit à Paris ou ailleurs, et on essaie de définir une thématique que l'on juge pour nous porteuse. Alors porteuse, ça veut dire fondamentalement qu'elle nous intéresse, d'abord, voilà. Qu'elle nous fait rêver, qu'elle nous fait fantasmer, qu'on se dit qu'il y a quelque chose derrière, et on a peut-être la prétention de penser que si ça nous plaît, si ça a ce petit quelque chose en plus, écoutez, ça plaira aussi à nos lecteurs. Une fois que la thématique est trouvée, il y a une seconde phase, qui est la phase du plan.
et qui prend beaucoup de temps parce que effectivement nous sommes deux, donc il faut définir deux lignes narratives que chacun va traiter à sa manière, soit en suivant un personnage central, soit en suivant une intrigue parallèle, soit en déplaçant l'intrigue ou le personnage dans tel ou tel lieu. Par exemple, sur certains livres, moi je me suis plutôt occupé de la partie allemande et Eric plutôt de la partie anglaise, ou inversement. Là, je parle effectivement des Tristan Marcas. Et quand on a un petit peu le plan, on vérifie aussi les données, les sources. Alors, il se trouve quand même que sur cette série, qui est une sorte d'histoire secrète de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup, beaucoup travaillé en amont. On a amoncelé énormément d'éléments. Et en fait, ce qui a été le déclic pour nous, ça a été à la fois un certain nombre d'études qui sont sorties aux États-Unis, études universitaires, sur l'influence de l'ésotérisme dans le monde de la SS et sur Himmler en particulier. Et ensuite, un documentaire dont on a écrit le scénario sur les archives donc de l'Armée Rouge. Et dans les archives de l'Armée Rouge qui sont à Moscou, il y a tout ce que les nazis ont piqué en France et dans pratiquement tous les pays européens. Et on a trouvé énormément de choses intéressantes. C'est ce qui nous a donné l'idée de la nouvelle série. C'est pour ça qu'on a créé un nouveau personnage, Tristan Marcas, de façon à pouvoir traiter ces nouvelles entrées en quelque sorte. Et ensuite, pour revenir au plan, quand le plan est terminé, il est extrêmement détaillé, hein, chapitre par chapitre. Ça prend quand même beaucoup de temps, plusieurs mois. Ça surprend toujours le lecteur quand on le dit, mais ça prend plusieurs mois. Mais ensuite, on se met à écrire. Et au bout de 3, 4 chapitres, on croise. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas la même écriture. Et il ne faut pas du tout que nos lecteurs soient désorientés. Et donc, je réécris les parties d'Éric. Éric réécrit les miennes. Alors, on connaît bien sûr les tics de chacun, donc c'est quand même, je l'avoue maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, beaucoup plus facile. Et quand les gens que nous connaissons, nos éditeurs, sont incapables de dire si c'est de l'Éric ou du Jacques, là on sait que le livre est terminé. C'est banco quoi. Alors pour la saga du Soleil Noir, vous avez vraiment choisi un contexte particulier, mais dans vos autres ouvrages, je prends le Frère de Sang ou le Septième Templier par exemple, il y a vraiment une imbrication de deux chronologies différentes. Une en général dans le présent et l'autre dans le passé, on va dire grosso modo au Moyen-Âge. Alors pourquoi procéder comme ça? C'est parce que ça vous arrange de mêler peut-être l'aspect franc-maçon du présent et l'aspect, je sais pas, tout ce qui est ésotérisme, templier, peut-être Moyen-Âge, c'est ça? Ça vous arrange peut-être narrativement, je pense, dans un sens. Eric? Non, pas forcément. En fait, l'idée, c'est que quand vous vous intéressez à tout ce qui est symbolique, initiation, ésotérisme, vous travaillez sur le passé, nécessairement. Tout ce qu'on connaît en matière d'ésotérisme vient du passé. Donc, à un moment donné, on s'est dit, mais on avait deux solutions. Soit on suit une intrigue contemporaine, comme c'était le cas du premier ouvrage, Le Rituel de l'ombre, avec quelques inclusions, quelques flashbacks. Soit progressivement, on va se plonger dans le passé, dans l'histoire, et essayer d'être dans une deuxième ligne de narration temporelle, et à partir de là, essayer de comprendre le problème autrement. Et du coup, c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire constamment on oscille entre deux époques, à quelques exceptions près. Mais ça permet aussi d'appâter le lecteur et de se dire toujours, mais où est-ce qu'ils veulent en venir? En gros, on va partir, je ne sais pas, alors ça peut être le Moyen-Âge ou la Révolution française, qui est une période chère au cœur de Jacques. On va commencer une intrigue qui n'a aucun rapport avec celle qui se passe de nos jours. Et progressivement, au fil des pages, on va découvrir qu'il y a un lien. Et ce lien, on le découvrira par la suite, à la fin. Donc ça, c'est un exercice de style qui est vraiment intéressant. Après, ça permet en termes de narration de chacun d'écrire son bouquin. Moi, dans ces cas-là, j'écris la partie contemporaine, Jacques la partie historique. Et ça, c'était pour les Antoine Marcas. Pour les Tristan Marcas, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors là, on est sur la même temporalité. Eh ben Alors il y écoutez, a aussi un avantage, c'est ouais. que ça permet des effets de sens. C'est-à-dire que quand vous avez un personnage d'Antoine Marcas qui est un flic franc-maçon confronté à ce qu'est la société d'aujourd'hui, parfois quand vous regardez ce qui s'est passé sous la Révolution française par exemple, enfin en tout cas pour moi, les liens m'apparaissent assez évidents. Et c'est aussi quelque chose que nous on aime faire partager avec nos lecteurs, c'est-à-dire d'éclairer le présent à la lumière du passé. Et les grandes époques que l'on traite, qui sont en général le Moyen-Âge ou la Révolution française, parfois, vraiment, il y a des parentés qui sautent aux yeux au bout d'un certain temps. Et ça me paraît vraiment intéressant de pouvoir donner du sens. Voilà. C'est pas uniquement le fait de monter une intrigue, si bien ficelée soit-elle, et à la fin dire ah, vous avez vu, on vous a bien mené jusqu'au bout. Il y a de ça, bien évidemment. Ça, c'est vraiment ce qu'Éric disait, et très justement, l'exercice de style. C'est à la fois plaisant pour nous, nos lecteurs,
Mais il y a aussi la volonté de montrer qu'entre différentes époques, il y a des effets d'écho, plus ou moins déformés, plus ou moins réalistes, plus ou moins parfois fantasmés par certains. Et ces effets d'écho, ben, c'est intéressant de les traiter, surtout à une époque où tout le monde parle beaucoup d'histoire, mais sans avoir forcément les connaissances qui vont avec, parce que l'histoire est devenue extrêmement complexe. Aujourd'hui, écrire sur le Moyen Âge est devenu extrêmement complexe. La pluralité de spécialistes qui sont capables de vous expliquer que page 352, vous avez mis une meurtrière à environ 2,30 m du sol, alors qu'il n'y a jamais eu une meurtrière à 2,30 m du sol, que toute l'archéologie se ligue contre vous, vous prenez des risques absolument insensés aujourd'hui quand vous écrivez sur le Moyen Âge. Je ne vous parle même pas de la Révolution française, où là, je me rappelle même avoir eu une fois un dialogue, j'oserais dire avorté, avec un historien qui m'expliquait que, en fait, les romanciers n'avaient pas à écrire sur la Révolution française. C'était encore plus simple, c'était beaucoup plus facile. À quoi j'ai bien pensé que si Lamartine n'avait pas écrit les Girondins, il n'y aurait jamais eu les révolutions de 1830 et 1848. Mais les historiens n'aiment pas rendre à César ce qui appartient à César. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'appuie quand même à la base, quand on s'intéresse à un sujet, déjà on prend les ouvrages sérieux. Je vous donne un exemple, quand on a sorti le premier tome de la saga du Soleil Noir, et puis ensuite les deux autres, on s'est tapé les biographies d'Hitler officielles par des historiens sérieux, où il n'y avait absolument rien d'ésotérique, on est bien d'accord, d'Himmler, de Goebbels, de Staline, de Churchill. Moi j'adorais, j'ai découvert Churchill à cette occasion, de Gaulle. Donc ça c'est le socle, c'est-à-dire pour bâtir ce sont les fondations. Donc il faut déjà connaître un peu la réalité objective, et cette réalité qui est écrite par des historiens dont c'est le métier. À partir de là, à partir de ce socle, nous allons rajouter les éléments, alors pour la saga du Soleil Noir ésotérique, où là on va puiser sur d'autres fonds, d'autres sources, et qui nous permettent ensuite d'avancer une intrigue, mais sans tordre le bras à la réalité. On ne peut pas tout d'un coup mettre une scène qui mettrait en présence, je ne sais pas, Hitler et Churchill, tout simplement parce que ça nous fait plaisir, ça nous arrange au niveau de l'intrigue. Ça, c'est impossible. Donc à chaque fois, on colle au plus près de la réalité, mais on va s'arranger pour être borderline et pour faire quand même œuvre d'imagination et pour inventer des complots, des intrigues qui vont ensuite nous amener au-delà de la réalité historique. Ça me rassure Alors, ce qui est fascinant, c'est que ça dépend aussi des époques. Sur le Moyen Âge, vous avez parfois des trous au niveau des historiens, où vous avez 3 mémorialistes, 3 chroniqueurs, sur une période de 4 ans. Et donc, il y a 3-6 mois où là, vous pouvez vous en donner à cœur joie, parce qu'il n'y a rien, et personne ne peut vous contredire. Malencontreusement, quand vous travaillez sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous avez des secrétaires par centaines, vous avez des archivistes par milliers, qui prennent des notes, ce qui fait qu'on sait quasiment heure par heure ce que font les grands personnages. Et donc c'est vrai que caser, à notre grand regret, une rencontre secrète Churchill-Hitler, Dieu sait que ça nous a travaillé à un certain moment de le faire, mais la réalité historique s'y opposait absolument. C'est rassurant de vous entendre dire qu'il y a beaucoup de recherches en amont, parce que c'est vrai qu'on peut tomber facilement, je pense, dans l'accusation, enfin, pour les auteurs d'ésotérisme, dans les accusations de complotisme et tout, donc ça me rassure plutôt pas mal de voir qu'il y a pas mal de recherches historiques. Moi j'ai commencé vos lectures par le 7e Templier. Moi, je la conseille à vraiment n'importe qui voudrait vous découvrir. Vous conseillerez quel ouvrage, vous? Je dirais moi le Triomphe des Ténèbres pour la saga du Soleil Noir, parce que c'était le top un peu départ de cette saga. On a mis beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, vous savez, un peu, puisque vous nous lisez, à la fin de nos ouvrages, nous avons des annexes, généralement. Et dans les annexes, on vous dit voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Et souvent, on s'aperçoit que ce qui est vrai peut être ahurissant. Et c'est sourcé, vous pouvez aller voir les sources, il n'y a aucun souci. En revanche, quand c'est faux, nous sommes des auteurs d'imaginaire. C'est pas tout à fait pareil que Dan Brown, qui, dans le Da Vinci Code, a dit que dès le début, c'était vrai. On parle de parchemin qui était à la Bibliothèque nationale, qui était vrai. Non, ça, on va pas partir là-dedans. Mais on n'en a même pas besoin, parce que quand on s'intéresse à cette matière ésotérique et à ces zones d'ombre de l'histoire, mais c'est fascinant. On trouve plein de choses qu'on ne nous apprend pas dans les cours d'histoire. Et pour cause, parce que c'est sulfureux. Eh ben écoutez, moi je vous conseille du coup, comme Eric, Le Triomphe des Ténèbres. Ça se lit super bien, c'est hyper intéressant, c'est super bien écrit. Donc franchement, foncez les yeux fermés. On va passer à la franc-maçonnerie parce qu'on est là pour parler de ça, au final. C'est peut-être une partie qui concernera beaucoup plus Jacques, mais Eric, s'il vous plaît, ne vous empêchez pas d'intervenir. Hein. Vous êtes là évidemment aussi pour discuter avec nous. Je précise quand même qu'avec Eric, ça fait 17 ans maintenant. Justement, nous écrivons des livres ensemble dans lesquels il y a
effectivement des références assez nombreuses à la franc-maçonnerie, mais Eric a multiplié les visites dans les temples, parfois même sans moi, a rencontré beaucoup de francs-maçons aussi éminents les uns que les autres, ou aussi pas éminents les uns que les autres. Donc je dirais que quand même maintenant, il a une culture maçonnique qui, bien sûr, sans égaler la mienne, puisqu'il y a des secrets qui ne se disent pas. Mais très honnêtement, il y a une culture maçonnique qui fait que il en connaît maintenant un sacré rayon. Et pour être franc avec vous, c'est un gros avantage d'avoir un co-auteur qui n'est pas franc-maçon quand on l'est. Parce que la tentation parfois, ça aurait été de faire super franc-maçon, en particulier pour Antoine Marcas. Et Eric, lui, il a toujours le petit côté, je dirais, détaché, voire un petit peu satirique, etc. Il voit finalement ce que moi je ne vois plus, c'est-à-dire qu'il voit le ridicule, il voit le truc qui tombe complètement à côté. Il a cette vision plus réelle et qui permet d'avoir finalement un héros qui nous ressemble à tous, même s'il est franc-maçon. D'où quand même le fait que sur les questions de la maçonnerie, Eric a sa part, voire sa grande part. Vous me coupez un petit peu l'herbe sous le pied, du coup, Jacques, parce que j'allais lui poser la question. Eric, c'est quoi votre rapport à la franc-maçonnerie, Ah mais concrètement? lui, il va vous le dire. C'est un complot. Absolument. Non, moi, je suis rentré dans la franc-maçonnerie par un moyen détourné. En fait, j'étais journaliste d'investigation parisien. Et à l'époque, c'était à la fin des années, début des années 2000, ou fin des années 2000, il y a eu toutes ces grandes affaires de corruption sur la Côte d'Azur qui ont impliqué des francs-maçons d'une certaine obédience. Et je suis parti là-bas à Nice, et comme d'autres journalistes à l'époque, et là, c'était incroyable parce qu'il y avait une collection, une brochette de francs-maçons qui n'avaient de francs-maçons que le nom. Il y avait des truands, il y avait des hommes politiques véreux, il y avait des patrons de BTP qui en profitaient à aller en loge pour faire leurs petites affaires. Bref, cette franc-maçonnerie-là, on va dire cette franc-maçonnerie un peu sombre, je l'ai découverte et j'ai écrit des papiers là-dessus. Et quand je retrouvais Jacques, il était furax parce qu'il me disait, mais attends, vous les journalistes, vous nous mettez tous dans le même panier. On est tous des pourris, des corrompus, etc., etc. Pourquoi vous jouez ce côté un peu, on va dire, un peu putain, tous pareil, on n'est pas tous à mettre dans le même panier. Bon. Et de là est née cette idée de créer un héros franc-maçon qui va en gros, qui est flic, mais qui va expliquer ce qui se passe en loge, en fait. Alors, par rapport à ça, tout dépend en fait quand, je ne sais pas. Ah, ça a coupé, je sais pas si c'est moi ou... Non, ça a coupé pour moi aussi, ouais. Ça a coupé pour vous aussi? Ah, zut. Ouais. Ah, je sais Ah, pas vous voyez, ça c'est si... le complot. Je sais Dès pas, qu'il allait commencer à révéler les secrets, on est regardez, surveillé. tac, On est surveillé, de toute façon, terminé. j'en étais sûr. Ah, non seulement vous êtes surveillé, mais vous êtes censuré. En tout cas, ça y est. Bon, alors déjà, je peux vous dire que c'est un complot des francs-macs. Qu'au moment où j'ai révélé quelque chose d'extraordinaire, paf, on me coupe le son, on coupe la chic. Mais je ne laisserai pas vous censurer, Eric. Comptez sur moi. Merci. Ah, C'est bon? super, on vous voit. Cool. Ouais, c'est bon. Les maçons n'auront pas eu ma peau. Pour vous dire, voilà, et pour finir, je ne sais pas où on était, Jacques, mais en fait, moi, si vous voulez, pour synthétiser, je suis passé d'une vision très négative de la maçonnerie, mais néanmoins intéressé sur le plan symbolique et ésotérique, parce que ça, ce côté-là, ça me fascinait. Mais après, la réalité de la maçonnerie, moi, j'étais confronté à des francs-maçons qui n'étaient pas vraiment recommandables. Ensuite, j'ai évolué au contact de Jacques, qui m'a fait rencontrer des maçons, tout ce qu'il est de plus sympathique et honnête. Ça, si vous voulez, au fil des ans, ces francs-maçons que j'ai côtoyés en ne l'étant pas moi-même, j'arrive à me faire mon opinion sur cette fraternité. Et s'il n'y avait qu'un seul message à faire passer, c'est qu'il n'y a pas une maçonnerie, il y a des maçonneries. Et vous pouvez tomber à la fois sur, je dirais que c'est un peu comme dans un hémicycle, comme au Parlement. À l'Assemblée nationale, vous avez des gens à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre et au milieu. Et bien, la franc-maçonnerie, c'est pareil. Vous avez des gens qui croient en Dieu, vous y en a d'autres qui sont des athées indécrottables, vous avez des frères et des sœurs qui s'intéressent à l'ésotérisme, vous en avez d'autres qui n'en ont rien à cirer de l'ésotérisme. Eux, ce qui les intéresse, c'est parler de ce qui se passe en termes de société et de politique. Bref, c'est une sorte de patchwork. Et je défie quiconque de trouver le franc-maçon type, parce que je pense qu'il n'existe pas. Bah écoutez, moi c'était une question que j'allais vous poser, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Pour préparer l'émission et du coup mes questions, je me suis dit d'un ouvrage alors de Jean Saunier, je sais pas si ça vous parle, Jean Saunier,
qui est un ancien franc-maçon qui a écrit justement un ouvrage qui s'appelle Les francs-maçons. Et dans cet ouvrage, à un moment, il y a un texte que je vais vous lire, ça prendra pas beaucoup de temps. Moi, N, de mon plein gré et consentement, et en la présence du Dieu Tout-Puissant et de cette très vénérable loge dédiée à Saint Jean, par ceci et sur ceci, jure très solennellement et sincèrement que je scellerai et cacherai toujours et ne révélerai jamais aucun des secrets ou mystères de la franc-maçonnerie qui me seront communiqués maintenant ou ensuite, hormis à un frère véritable et légitime, ou dans une juste et légitime loge de frères et compagnons, ayant trouvé que lui ou eux étaient tels à la suite d'une épreuve ou d'un examen en règle. Je jure, en outre, que je ne les écrirai pas, ni imprimerai, ni taillerai, ni peindrai, ni inscrirai, ni teinterai, ni graverai, ou ferai en sorte que cela soit sur rien de fixe ou mobile, en dessous de la voûte des cieux, par quoi il pourrait devenir lisible ou intelligible, ou la moindre apparence d'une lettre, par quoi l'art secret pourrait être tenu intelligiblement. Trois petits points. Et plus loin, on trouve une sorte de petite menace un peu vindicative. Je l'avais surligné, attendez. Sous peine, alors je ne dirai rien, sous peine d'une pénalité non moindre que d'avoir ma gorge coupée en travers, ma langue arrachée par la racine et d'être enterré dans les sables de la mer, à la laisse de basse mer, etc. etc. Est-ce que vous répondrez à mes questions ce soir sur la franc-maçonnerie ou est-ce que vous êtes vraiment tenu à un serment vindicatif et mortel, Jacques? Non, alors, d'abord le rituel, enfin le texte qui m'a beaucoup amusé, hein, je vous Et l'avoue. encore, je vous ai épargné parce que Lequel des fois c'est encore plus pompeux, mais Ouais, ouais, là, ça c'est le texte de. Soit, d'abord ce texte-là, sous cette formulation-là, je ne l'ai jamais entendu. Mais c'est soit un texte d'un rituel très ancien, il me semble y reconnaître un petit peu ce côté très, très 18e siècle, donc ça m'étonnera pas que ce soit un texte là. Soit c'est un frère qui l'a repiqué, ça c'est très courant aussi, un siècle après, et qui l'a complètement retravaillé. Alors en fait, le secret de la franc-maçonnerie, il est à deux niveaux. Il y a le secret que l'on reçoit, et il y a le secret que l'on partage avec donc, ses frères et ses sœurs en loge. Le secret que l'on partage entre ses frères et sœurs en loge, il est très simple. Il nous est tout simplement interdit de répéter ce que les frères et les sœurs en loge disent. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie doit être un espace dans lequel vous devez vous sentir le plus en sécurité possible. Et surtout, si vous voulez progresser d'un point de vue personnel, il faut que vous puissiez dire exactement ce que vous voulez. Chez nous, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que vous parlez selon les formes, vous parlez selon un rite, mais à aucun moment, personne ne peut se permettre de vous dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». C'est pas possible. Donc, pour ça, il faut être sûr aussi que le frère ne va pas courir au bar du coin pour dire ah bah tiens, le frère Jacques, il nous a expliqué que. Voilà. Donc, le secret entre frères et sœurs, c'est uniquement sur ça. Ensuite, les rituels. Tous ont été publiés. Les symboles, tous sont connus. Et il y a même eu un film pendant l'époque de l'occupation qui montre ce que c'est qu'une initiation, ce que c'est qu'une tenue, etc. Et même aux États-Unis et en Angleterre, il arrive que des francs-maçons se fassent ce film en loge. Donc tout ce que nous faisons est entièrement connu. Ensuite, le secret maçonnique personnel, ça c'est autre chose. Là, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de parler d'un rituel ou de divulguer un rituel ou de cacher des secrets intérieurs. C'est tout simplement à partir du moment où vous êtes initié et que vous avez ce qu'on appelle la lumière, que vous recevez la lumière, qui est le but de l'initiation, ben à ce moment-là, vous êtes détenteur non pas d'un secret matériel ou physique, mais la manière dont vous avez vécu l'initiation, manière qui pour chacun est strictement personnelle, fait que vous avez une sorte de modification. C'est-à-dire vous voyez les choses un petit peu différemment. Et alors attention, je précise bien, chacun la voit différemment. Ça dépend d'où vous venez, ce que vous faites et comment sont les choses. Et ça, c'est le secret maçonnique. C'est la définition de Casanova, hein. C'est-à-dire que le secret maçonnique, il appartient à chacun, et chacun est incapable de le communiquer. Voilà. Pour les deux secrets, en fait. Bien sûr, au XVIIIe siècle, quand ça s'est créé, et c'est très amusant, tout le monde savait que... Vous savez, il y a des tenues maçonniques qui avaient lieu le vendredi, qui étaient publiées le samedi matin dans la presse en Angleterre en 1700 et quelques. Hein. C'était donc assez drôle de ce point de vue-là. Et donc, on en a beaucoup fait sur... on s'éventrera, on s'égorgera, etc., etc. Malencontreusement, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Ça aurait été très bien pour un thriller et un roman policier, mais non, dans la réalité, ça n'a quasiment jamais existé. Donc voilà, il y a un secret personnel, et ensuite il y a le secret simplement de l'intimité. C'est tout.
Vous étiez bien parti Pour le tout à reste, si vous l'heure. voulez savoir comment on passe du 30e au 31e degré, vous allez dans la même bibliothèque et sur Internet, vous avez tout. C'est vrai, à ce point-là. Oui, il y a absolument tout. Tout. Vous étiez bien parti tout à l'heure, Eric. Selon vous, c'est quoi la franc-maçonnerie? C'est une secte? C'est une assemblée? C'est un groupe de gens? Comment on pourrait la définir? Je reprends ce que disent les maçons. Une secte, c'est facile d'y rentrer, c'est très difficile d'en sortir. Il n'y a qu'à avoir l'ordre du temple solaire ou la scientologie. Les francs-maçons, si vous ne payez pas votre capitation, vous dégagez. Le nombre d'ex-francs-maçons que vous connaissez qui ont dégagé parce qu'à un moment, ils ne payaient plus. Quand je dis capitation, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est le capitation comme si vous allez à un club de gym, vous payez un abonnement. Bon, qui n'est pas énorme. D'ailleurs, c'est combien, Jacques, la capitation? C'est trop. C'est quoi, ça représente quoi? Non, c'est assez variable selon les loges et tout, mais enfin, ça se situe par an entre 200 et 300 euros par là, dans ces zones-là. Ah, c'est une somme fixe Bon, selon la loge, c'est ça? Alors, il y a une somme fixe qui est, si vous préférez, sur cette somme-là, c'est pour ça que je dis entre temps et temps, vous avez une somme qui revient à l'obédience, pour le fonctionnement de l'obédience, c'est-à-dire par exemple le Grand Orient, la Grande Loge, ce que vous voulez, et puis il y a une somme qui revient à la loge comme une association pour faire fonctionner la loge très classiquement, quoi. Payer alors, l'électricité, puis l'eau, voilà. si vous voulez, quand on parle de loge, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a autant c'est comme le jeu des sept familles, si vous voulez. Il y a autant de familles de francs-maçons. Si on va plus loin, vous pouvez tomber sur des loges, mettons en province, je sais pas, en Bretagne, dans une ville de moyenne importance, où vous trouverez des gens avec des métiers tout à fait ordinaires, l'instituteur, peut-être le policier, le garagiste, la receveuse des postes. Et je vous le dis parce que j'ai souvent, quand je pars signer avec Jacques, ensuite nous nous sommes invités à des agapes, donc je me retrouve avec plein de frères et de sœurs. Je suis le seul profane. Et c'est fort sympathique au demeurant, ils accueillent très bien. Bon. Mais vous voyez, c'est des gens, vous n'êtes pas en présence des maîtres du monde. Clairement, c'est des gens que vous allez côtoyer. Et c'est pareil peut-être à Paris ou ailleurs. C'est des gens comme vous et moi. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans certaines obédiences, vous avez des loges où là, on se coopte en fonction, on va dire, de métier, de classe sociale. Il y a certaines loges, dont je ne donnerai pas le nom, dans certaines obédiences, où vous n'aurez jamais de chômeurs, d'étudiants, ou de gens qui sont petits fonctionnaires. Vous avez des gens d'influence. C'est peut-être là où c'est intéressant, mais ça, ce sont les journalistes d'investigation qui ont travaillé là-dessus. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des affaires de corruption, d'abus de biens sociaux qui ont mêlé des loges, il y avait toujours des profils différents. Je vous donne un exemple qui a défrayé la chronique il y a quelques années et qui nous a inspiré dans le livre Marcas. Il y a eu une histoire de tentative d'assassinat par une femme qui était coach en banlieue parisienne par des sortes de margoulins, des militaires. Bon, les flics les policiers ont remonté le fil, ont enquêté, ils se sont aperçus que c'était toute partie de la même loge. Donc, en gros, le vénérable de la loge avait commandé une sorte de petite officine de tueurs. Ça, c'est l'investigation, c'est la réalité. Alors évidemment, les francs-maçons, quand ils voient ça, ils hurlent parce qu'ils se disent, allez, on en remet une couche dans la machine, on remet une pièce dans la machine à fantasmes, mais quand même, ce n'est pas toute la maçonnerie, mais il y a quand même des dérives, voilà. Mais ces dérives, elles sont liées à quoi? Moi, je ne pense pas qu'elles soient liées à la maçonnerie en tant que telle. Je pense qu'elles sont liées à chaque fois quand vous avez un cénacle de gens qui se réunissent et qui vont former un club, un réseau. Pour preuve, moi, ce que j'avais vu sur la Côte d'Azur, on a très bien vu que les pires dérives en termes de maçonnerie se passaient dans certaines zones. C'est curieux qu'on tombe sur des histoires de trafic d'influence dans le BTP et tout, du côté de Nice et de Cannes, et pas du tout du côté de Rocamadour ou de Limoges ou de Guéret. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces margoulins, en fait, je pense, à un moment donné, ont vampirisé des loges maçonniques, ont fait leur nid dedans pour faire leurs affaires. Et ça, la franc-maçonnerie en souffre depuis des décennies, voire des centaines d'années. Il y a toujours eu ça. Et je pense que ça continuera toujours. Alors, quand vous discutez avec les... Je me permets d'être un peu plus libre que Jacques, parce que j'en fais pas partie, donc j'ai pas de souci à parler de ce côté-là. Quand vous discutez avec certains frères, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent tout à fait qu'il faut être plus vigilant. Et ça dépend des obédiences. Vous avez des obédiences qui font extrêmement attention, qui font des enquêtes. Si par exemple vous voulez rentrer, ils vont faire des enquêtes pour savoir qui vous êtes, votre pédigré, votre casier judiciaire. Vous en avez d'autres qui sont moins regardantes et qui vont regarder d'abord que vous êtes, votre métier.
Moi, j'aurais tendance à dire, dans une loge où on regarde d'abord le métier et pas la qualité d'âme, il y a peut-être un problème. Si vous êtes environné uniquement de promoteurs immobiliers dans votre loge, c'est bien. Je sais qu'on est dans la truelle et le compas et l'équerre et la pierre taillée, mais enfin, il y a quand même une limite. C'est pour ça que les maçons sont obligés de faire à chaque fois le ménage chez eux. Et parfois, bah, comme cette histoire de loge de tueur, on se trouve avec des histoires rocambolesques, ahurissantes, qui tombent comme ça, mais qui sont partie vraie. Sans mauvais jeu de mots, moi j'aimerais bien que l'émission de ce soir ce soit une émission d'initiation à ceux qui s'y connaissent pas trop en franc-maçonnerie. Et vraiment, pour que les termes soient bien clairs, pardon, Jacques, qu'est-ce que c'est une loge, une obédience? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que chaque loge a ses croyances, son fonctionnement? Est-ce que même chaque pays a ses propres loges, ses propres obédiences? Comment ça fonctionne? Alors, une loge en France, c'est tout simplement une association de loi 1901 qui réunit des francs-maçons qui habitent dans un même secteur. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes à Limoges, vous allez avoir à Limoges 3, 4, 5 loges qui vont regrouper entre 20 et 40 francs-maçons. Ça, c'est une loge. On appelle aussi loge l'association et le lieu où on se réunit, c'est-à-dire le temple dans lequel on se réunit de manière rituelle. Donc, il y a deux terminologies, la loge et le temple. Les deux sont un petit peu confondus d'ailleurs, mais enfin, la loge, c'est le regroupement des francs-maçons. Ensuite, cette loge appartient à une obédience. Et en France, vous avez quelques obédiences phares. Vous avez le Grand Orient, vous avez la Grande Loge de France, vous avez la Grande Loge nationale de France, le droit humain, la Grande Loge féminine de France, pour ne citer que les plus importantes, mais il y en a plusieurs dizaines. Et donc, les obédiences ont ce qu'on appellerait des sensibilités. Le droit humain, par exemple, est une obédience maçonnique qui s'est construite sur la mixité, c'est-à-dire le fait de recevoir à la fois des hommes et des femmes. Quand ils ont commencé comme ça, ils étaient pratiquement les seuls. La Grande Loge féminine de France a la particularité de ne accepter que des femmes. Voilà. C'est-à-dire que toutes les loges sont constituées de sœurs, mais en revanche, elles acceptent de recevoir en visite des frères. Mais en revanche, ils ne peuvent pas être initiés chez eux. Le Grand Orient de France, lui, est mixte, mais en revanche, il a une connotation, on va dire, plus sociale et sociétale. Il s'occupe beaucoup plus des questions de société que, par exemple, la Grande Loge de France, qui, elle, est strictement masculine, mais qui a un penchant, on va dire, beaucoup plus spiritualiste. Pour résumer, les obédiences définissent un petit peu le profil de ceux qui vont vers elles. C'est-à-dire que selon l'intérêt que vous avez, si vous vous intéressez à la politique, si vous vous intéressez à la vie de la cité, vous allez plutôt aller au Grand Orient de France. Si vous voulez maçonner tranquillement, j'oserais dire entre filles, voilà, vous allez à la Grande Loge féminine. Si la mixité pour vous discuter homme-femme c'est très important, vous irez au droit humain. Si en revanche vous vous intéressez plus aux questions de symbolique, de spiritualité, vous irez à la Grande Loge de France. Voilà. Mais ça, c'est une vision externe, parce que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Parce que souvent, en fait, on vient vous chercher pour être franc-maçon, et on ne vous demande pas votre avis, on vous dit est-ce que ça t'intéresse, vous répondez oui, mais vous ne savez pas dans quoi vous rentrez. Bah, j'allais vous le Vous savez pas dans demander, quelle obédience. comment ça marche? Est-ce Voilà. qu'on doit candidater ou est-ce qu'on vient nous chercher? Alors, jusqu'il y a une quarantaine d'années, non, pas tant, il y a une trentaine d'années, on venait vous chercher. Voilà. Moi, quand on est venu me chercher, on m'a dit c'est le Grand Orient de France. Je ne me suis pas posé la question de savoir s'il s'occupait de questions sociales ou s'il s'occupait de questions symboliques. Bon. On venait vous chercher, on appelle ça la cooptation. Voilà, c'est la voie majoritaire. Mais la cooptation partait d'un principe, c'est que quelqu'un regardait pendant plusieurs mois, plusieurs années qui vous étiez, comment vous fonctionnez, quels étaient vos centres d'intérêt, et à un moment on disait tiens, ça fera un bon maillon, c'est le terme qu'on emploie. Mais maintenant, avec les changements de la vie moderne, les divorces, le changement de travail, le changement de lieu, effectivement, vous ne pouvez plus tellement observer quelqu'un et dire il fera un bon maillon pour la franc-maçonnerie. Donc très souvent, c'est les gens qui demandent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent contact. Alors eux, évidemment, ils prennent contact en fonction de la sensibilité des obédiences. Voilà. Mais pour ma génération, c'était pas le cas. On rentrait là où on vous le proposait. Voilà comment ça fonctionne. Donc on peut rentrer par demande, ce qui ne veut pas dire que vous serez accepté, et on peut rentrer par cooptation, ce qui ne signifie pas non plus que vous serez accepté. Là, vos deux profils m'intéressent quant à la question que je vais vous poser. C'est quoi ces histoires de grades? Il y en a 33. Bon, déjà, on parlera de symbolique après, mais pourquoi il y a 33 grades et qu'est-ce que ça signifie quand on est au premier et quand on est au 33e, quand on est au 17e? Est-ce que Alors, ça varie même selon les dans la loges? Est-ce réalité, que...
Dans la réalité, alors non, cette division en 33 degrés fonctionne pour l'intégralité des obédiences, qu'elles soient en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. C'est un socle commun. Mais dans la réalité, il n'y en a que trois. On va dire, si vous préférez, qu'ensuite, c'est des options sur une voiture. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, si vous voulez approfondir un certain nombre de choses, ben, vous allez passer du troisième au quatrième, et ainsi de suite, et vous avez toute une carrière maçonnique où vous allez explorer des symboles, des idées, des pensées, des traditions. Ça ne concerne qu'une petite minorité de francs-maçons qui veulent en fait intellectualiser en quelque sorte leur initiation. Mais vous êtes pleinement franc-maçon quand il y a les trois premiers degrés, c'est-à-dire donc apprenti, compagnon et maître. Voilà. Et ça, ces trois degrés sont partagés par tous les rites, toutes les obédiences, partout dans le monde. Ce qui est quand même très intéressant, puisqu'effectivement, si vous circulez, vous retrouverez exactement la même structure, et les rituels sont quasiment, à quelques détails près, exactement les mêmes. D'où ça vient? C'est un héritage médiéval, un héritage reconstitué. La franc-maçonnerie, d'une manière un petit peu légendaire, est souchée. Souchée, c'est-à-dire qu'elle prend sa souche sur les ouvriers, les fondateurs des cathédrales, qui fonctionnaient avec un système d'apprentis, compagnons, maîtres. Bon, ça a été variable. Des fois, c'était apprenti-maître, des fois apprenti-compagnon-maître. Ça a beaucoup varié avec le temps. La franc-maçonnerie s'en est inspirée et a repris ces trois premiers grades. Mais pour être, j'oserais dire, un franc-maçon véritable, les trois premiers grades suffisent. C'est un petit peu comme si vous arrêtiez à la licence et au master. Voilà. Personne n'est obligé de faire un doctorat d'État. Voilà. Les 30 autres grades, c'est un petit peu du doctorat d'État. Ça y ressemble d'ailleurs énormément. Parce que c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus travaillé. C'est un gros boulot. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà. Mais en revanche, pour passer par exemple d'apprenti en compagnon, il vous faut à peu près 5 ans. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Et on passe des tests, on passe des épreuves, ou est-ce que c'est juste une question de temps? Non, vous pour passer, pour devenir apprenti, vous êtes initié. Pour passer d'apprenti à compagnon, effectivement, on vérifie que vous avez bien compris ce qui se passe pendant vos premières années, et vous avez un second rituel qui se met en place. Et ensuite, pour passer de compagnon en maître, vous avez ce qu'on appelle une exaltation, dans lequel vous avez un autre rituel assez spectaculaire qui vous permet de passer au troisième, tout en ayant vérifié que vous ayez bien saisi ce qui s'était passé au grade de compagnon. Donc il y a à la fois des examens et un rituel de passage. Voilà, c'est un petit peu comme un bac, chaque fois, avec une sorte de grande fête après, sauf que c'est pas tout à fait une fête, c'est un rite. Et ainsi de suite, chaque fois que vous progressez. Bah, Eric, en tant que profane, j'ai cru comprendre que vous côtoyez vous aussi du coup quelques francs-maçons. Est-ce que vous avez vu des différences, on va dire, de choses qui vous ont été révélées selon les différents grades ou degrés des gens avec qui vous étiez? Est-ce que vous voyez, vous, la différence entre ces différents grades? Écoutez, j'identifie trois catégories de maçons, ou de frères et de sœurs, hein, indépendamment des grades ou des hauts grades. Il y a ceux qui vraiment, je pense, ont saisi l'esprit maçonnique, ce que c'était la franc-maçonnerie, et donc développent une sorte de, on va dire, de spiritualité laïque, ou peut-être un peu déiste, peu importe, mais il y a vraiment ce sens d'un accomplissement. Généralement, c'est des gens qui sont à l'écoute. Quand vous discutez avec eux, ils vous font parler. C'est pas des gens qui imposent leurs idées. C'est des gens qui sont souvent très cultivés, très ouverts, très tolérants. Ça me frappe énormément. J'allais dire les bons maçons entre guillemets, mais c'est des gens qui ne. Quand vous discutez avec eux, les échanges sont riches, même si vous n'avez pas le même niveau de connaissance, c'est vraiment fructueux. Alors, je dis pas que ce sont des sages, hein, c'est des gens qui ont des problèmes, des aléas de vie, qui peuvent être cabossés par la vie, peu importe. Mais vous sentez une bienveillance. Voilà. Ça, je le sens tout de suite. Au fil des ans, j'ai trouvé cette particularité et je pense je les ai trouvés plus chez les maçons que chez les profanes. Ça m'a plus sauté aux yeux. Bon. La deuxième catégorie, c'est des gens qui sont là, plus ou moins, alors, ou sympathiques ou peu importe, qui sont là parce que ils avaient à régler un problème, je pense. Ils cherchaient quelque chose, quelle que soit leur recherche, et ils essayent de trouver dans la maçonnerie peut-être des réponses à leurs problèmes. Mais je n'ai pas senti le fait que ces gens-là avaient
quelque chose de plus que ce que j'avais moi en lisant des ouvrages de développement spirituel ou peu importe, ou d'ésotérisme, puisque ça m'arrive quand même de lire des ouvrages aussi sur la symbolique. C'est des gens qui sont venus là et on peut pas dire que la lumière rayonne. Ils utilisent la lumière, ils ont la lumière, ils sont censés avoir la lumière. Je n'ai pas été ébloui entre nous. À la différence de la première catégorie, où là, sincèrement, ça vaut le coup. La troisième catégorie, plus minoritaire, je pense que c'est des gens qui recherchent, alors là, euh, ou les réseaux, ou le pouvoir, ou d'exprimer eux-mêmes un certain pouvoir. Et dans cette catégorie-là, c'est très drôle, il y en a que je perçois, vous sentez que quand ils sont maçons, ils se croient supérieurs aux profanes. Parce qu'ils ont été initiés, parce qu'ils ont la lumière. En gros, ils ont la lumière et vous êtes dans les ténèbres. Et ils vous le font sentir. Curieusement et statistiquement, ceux-là, moi je les repère assez facilement, ceux-là ne sont pas forcément les plus cultivés. C'est des gens qui avaient je pense, un gros problème un complexe d'infériorité et qui, à travers le fait d'être dans la maçonnerie, se considèrent comme peut-être supérieurs au commun des mortels. Bon. Voilà à peu près ces trois catégories. Donc à partir de là, que vous soyez apprenti, compagnon, maître ou dans les hauts grades, change pas grand-chose. Moi j'ai côtoyé des gens qui étaient dans les hauts grades, d'une culture, d'une intelligence prodigieuse et qui m'ont fait découvrir à travers Jacques, puisque Jacques qui me les a fait présenter, où vous avez des discussions passionnantes sur la religion, la spiritualité, l'histoire, sur la symbolique, comment ils utilisent. Et ce qui est intéressant, moi j'enjoins tous ceux et celles qui s'intéressent à la maçonnerie à aller sur le net, on trouve tout, hein. Il a raison, Jacques a raison, tout est publié, vous avez des ouvrages sur les hauts grades, et vous allez voir, sur ces hauts grades, vous avez des récits légendaires. Ces récits légendaires sont fascinants. Ça ne veut pas dire qu'ils existent, mais ils sont fascinants d'un point de vue symbolique. Donc on sent qu'il y a un souffle derrière ça. Mais pour le coup, ce n'est pas l'immense majorité. Moi, je me suis retrouvé à faire des tenues, alors ce qu'on appelle une TBF. Une TBF, c'est une tenue blanche fermée. C'est quand vous venez en tant que profane, avec Jacques par exemple, vous donnez une conférence devant des maçons, des frères et des sœurs, vous parlez, vous discutez, mais c'est interdit aux profanes, donc vous avez la chance d'être invité là. Vous pouvez tomber, mais vraiment du jour au lendemain, sur des loges où vraiment vous avez un échange fructueux, et d'autres où vous sentez en fait que ça les intéresse pas forcément. Parce qu'ils sont pas là forcément pour apprendre. Ils sont là pour avoir une fraternité, et ça je peux le comprendre. En fait, vous rentrez en maçonnerie pour être avoir une fraternité. Ce qui est très important de nos jours. On est dans une société dite républicaine, mais où jamais on a eu autant de liens sociaux qui se sont distendus. Et ces gens, ces francs-maçons, frères et sœurs, je trouve ça, alors ça pour le coup c'est admirable, alors quelle que soit la catégorie, qui tout d'un coup, ils seront par exemple Jacques et maçon à Paris, il va aller au fin fond de la Bretagne, ou dans l'Ardèche, ou à Marseille, et tout d'un coup il va trouver des gens qu'il ne connaît pas, et qui sont considérés comme frères et sœurs. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympa, moi j'en bénéficie grâce à Jacques, puisque grâce à lui je peux être là-dedans, mais ça je trouve ça très chouette. Et cet esprit de fraternité, je pense que ce qui est dommage, elle n'est pas suffisamment mis en exergue. Parce que souvent on parle de quête de réseau, de pouvoir et tout, mais entre eux, c'est vrai qu'il y a une certaine solidarité. Mais d'un autre côté, vous prenez n'importe quel groupe ou réseau ou club d'influence, vous l'avez aussi, à des degrés différents. Si à un moment donné vous voulez qu'on parle des réseaux d'influence, il y a des réseaux autrement plus puissants en France et dans le monde que les francs-maçons. Moi, c'est une question que je voulais vous poser, hein, c'est clair, c'est un fantasme qui a la dent très dure, ça, cette histoire de réseautage autour de la franc-maçonnerie. Moi, si je devais prendre mon exemple, je suis compositeur de musique de film et je fais des productions musicales. Est-ce que j'ai tout intérêt à rejoindre la franc-maçonnerie ou une loge pour me faire des contacts et me faire un réseau? Ou est-ce que ça marche pas comme ça et les gens, ils fantasment ça complètement et comment ça marche? Il y a vraiment des gens qui viennent dans la franc-maçonnerie pour, comme ça, se faire des contacts et vraiment Alors, bénéficier de... il y a des gens qui sont convaincus qu'en rentrant en franc-maçonnerie, effectivement, l'Éden va se rouvrir, la puissance va se révéler, Thor va se mettre à parler et Emmanuel Macron va les appeler au téléphone dans la minute. Il y en a beaucoup qui le croient, il y en a beaucoup qui le croient en France, il y en a beaucoup qui le croient à l'étranger, énormément dans certains pays. Et c'est quelque chose qui est très répandu et qui nous fait évidemment beaucoup rire. Enfin, rire, ça dépend des jours, parce qu'il y a des fois où quand même ça prend de telles tournures que... Non, ceux qui viennent pour des réseaux, ils existent. En fait, ils sont confrontés très rapidement à un problème, c'est que de toute façon,
Pendant 1 an et demi, 2 ans, vous ne pouvez pas parler. Donc pour réseauter, c'est dur. Et deuxièmement, demander des services, honnêtement, il faut des années avant de pouvoir demander des services. Donc en général, vous savez, c'est comme les figues qui sont trop mûres sur un figuier. Ça tombe tout seul. C'est-à-dire les gens, ils sont là, ils tournent, ils regardent, rien ne tombe, donc ils se barrent. Donc ce problème-là, on l'a pas beaucoup. En revanche, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir une loge X dans lequel va rentrer, moi je sais pas, quelqu'un qui travaille dans tel domaine, qui va monter en grade pendant 2-3 ans, jusqu'à être maître, et puis au bout de 4 ans, va faire rentrer un ami à lui, et puis un autre ami à lui. Et au bout de quelques années, c'est-à-dire 5-6 ans, la loge va devenir un réseau. Mais un réseau qui a été calculé pour. On appelle ça les coucous, les rossignols si vous préférez. Ils rentrent à l'intérieur, ils vampirisent, et à la fin, vous vous réveillez un beau matin, et vous avez une loge entièrement constituée de X, entièrement constituée de Y, sauf vous, qui était le dernier à ne pas être averti. Et ça, effectivement, ça fonctionne. Et là, ça réseaute pas mal. Mais y rentrer en pensant que vous allez rencontrer X qui va vous aider, non, ça ne marche pas. Alors, ça a peut-être marché à une époque, c'est-à-dire avant-guerre, où vous aviez une masse insondable d'instituteurs et de postiers dans les loges maçonniques. Et là, effectivement, ça devait sans doute aider pour monter en grade. Mais en revanche, ça nous a beaucoup servi. Parce que quand Pétain a demandé à ce qu'il faut publier tous les noms de francs-maçons de toutes les loges de France, et que ça a été publié dans toute la presse régionale, les Français sont aperçus que les maîtres du monde, ils étaient postiers et instituteurs. Et là, ils ont commencé à avoir un gros doute sur les maîtres du monde. Ça nous a énormément, énormément servi. Il y avait personne qui avait une quelconque influence dans les loges du Grand Orient à l'époque. Non, c'était assez drôle. Donc, y rentrer pour se faire du réseau, non. En revanche, que certains se servent des loges pour créer un réseau, oui, c'est exact. Au niveau de Alors, l'info. vous avez, Ah oui, allez-y, ouais. vous avez ça, donc ça c'est la France, mais prenez les États-Unis. Les États-Unis, c'est un autre type de maçonnerie qui est anglo-saxonne, où là, clairement, l'influence de la maçonnerie était exercée au plus haut niveau politique. George Washington, le père de la patrie des États-Unis, était franc-maçon avoué. Certains grands noms de la lutte pour l'indépendance des États-Unis étaient maçons. Et vous pouvez trouver ça sur n'importe quel site internet digne de ce nom. Vous allez avoir la liste, par exemple, de tous les présidents américains francs-maçons. De haut degré, il me semble que Franklin Roosevelt était 31e ou 33e. Non, il était 31e, mais je crois que son secrétaire d'État à la finance était 33e. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, à un moment donné, la maçonnerie a toujours été du côté des institutions. Comme en Angleterre, le grand maître de la franc-maçonnerie fait partie de la famille royale d'Angleterre. En France, c'est différent. En France, la plus grande obédience, le Grand Orient, était toujours plutôt côté un peu rebelle, à la différence de la Grande Loge nationale de France, qui est plutôt à droite. Bref, vous avez quand même des cas, effectivement, ça on peut pas le nier, de gens extrêmement puissants qui ont fait partie de la maçonnerie, clairement. Donc après, tout le problème est de savoir, à partir de là, ce que vous faites de ce genre d'informations. Est-ce que ces gens puissants se sont servis de leur réseau maçonnique pour accéder au pouvoir? Est-ce que ces gens puissants maçons ont favorisé l'accession de la maçonnerie dans différents rouages politiques et économiques? Moi, je considère que la question est légitime. Je ne suis pas comme ceux qui disent les conspirationnistes racontent des conneries. Non, au contraire, et je pense qu'il faut leur répondre avec des éléments factuels. Ne pas nier effectivement qu'à un moment donné dans l'histoire de France, dans la Troisième République, la franc-maçonnerie a joué un rôle important. C'est clair, c'est une évidence. Donc on peut comprendre les catholiques en face, qu'il y avait une guerre entre les catholiques et les francs-maçons qui était exacerbée, en particulier au moment de l'affaire Dreyfus, qui a été exacerbée quand le Grand Orient a fiché les militaires catholiques, tous les militaires catholiques qui étaient censés être émis de la République. Donc oui, il y a eu des moments dans l'histoire où vous avez eu des luttes d'influence. Mais l'accepter, le dire, ne veut pas dire pour autant qu'il y a une franc-maçonnerie mondiale qui tire les ficelles et que derrière chaque incident que vous allez trouver, que ça aille de la pandémie au fait qu'il n'y ait plus de moutarde, de peau de moutarde sur les rayons des hypermarchés, ce soit les francs-maçons qui soient derrière. Et c'est là où on bascule dans une vision conspirationniste. C'est comme tout, il faut savoir raison garder, il faut savoir observer les faits, il est légitime de se poser des questions, mais encore faut-il apporter les bonnes réponses.
Je confirme, la moutarde, c'est nous, hein. D'accord. La moutarde, c'est nous, ça, on le reconnaît. Faut L'huile toujours aussi. avouer une petite chose pour cacher les grandes. Avant de passer à la partie qui, je pense, intéressera le plus les gens, à savoir l'ésotérisme et le symbolisme, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut évaluer l'influence actuelle de la franc-maçonnerie de nos jours, que ce soit en politique ou au niveau sociétal? Est-ce qu'ils ont vraiment une grosse influence? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Alors, Pas du tout. les francs-maçons ont largement perdu leur influence si vous la comparez à la franc-maçonnerie sous l'Empire, par exemple, qui, contrairement à ce qu'on dit, est la période où la franc-maçonnerie est quasiment aux commandes. Ils ont beaucoup moins de pouvoir, bien sûr, que pendant la République avant-guerre, c'est évident. Pour une raison toute simple, c'est que les francs-maçons, très naïvement, ont cru en 1981, quand François Mitterrand est passé au pouvoir, que l'heure de gloire était arrivée et que toutes les grandes idées qu'il défendait eh bien, allaient éclore dans la société française. Bon, et puis ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps que ce n'était absolument pas le cas, d'où grand désarroi. Et à partir de ce moment-là, les francs-maçons eux-mêmes se sont détournés de la question politique, partant du principe en fait que après l'accession de la gauche au pouvoir et les alternances politiques qui ont succédé, bah, le personnel politique avait une sorte de maturité en France et que la franc-maçonnerie n'avait plus à s'en mêler. Donc là-dessus, même si la franc-maçonnerie est quelquefois consultée par le président du Sénat ou le président de la République, et de façon officielle, c'est-à-dire que c'est sur l'agenda du président de la Chambre haute ou du président de la République. Aujourd'hui, leur influence est égale à zéro et le nombre de députés qui sont francs-maçons est en chute libre depuis des années. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'à la rigueur, je dirais que ça ne nous intéresse plus. Et aussi peut-être parce que se sont montés des dizaines et dizaines de think tanks, de lieux de réflexion, de clubs, euh, regroupant de véritables spécialistes, et que donc par là même, notre voix est beaucoup moins audible, tout simplement parce que d'autres font peut-être le travail mieux que nous ne l'avons fait à un certain moment. On est beaucoup plus présent aujourd'hui, je dirais, de manière proche du terrain. Notre idée aujourd'hui, c'est que si effectivement le diagnostic est que le pays, la République et la France ne vont pas très très bien, on a totalement rompu avec l'idée que c'est la Chambre des députés ou la présidence de la République que ça se réglera. Donc les francs-maçons, aujourd'hui, et je pense en particulier aux francs-maçons de province, qui sont quand même les plus nombreux, sont très présents dans le monde associatif et dans la politique, dans ce cas-là, vraiment de terrain. Et quand on discute avec les gens, c'est aujourd'hui le choix de tout le monde, pas de défendre des grandes idées sociétales ou sociales, mais de dire, écoutez mon garçon, au lieu de dire que demain il faut que le climat soit meilleur, eh ben, tu vas dans une association et tu te bats, si tu préfères, sur la question de l'eau en Provence ou à l'autre. Voilà, c'est plutôt notre démarche aujourd'hui de partir du principe que mieux vaut un caillou dans une petite flaque qui s'élargit que parce qu'on voit le président de la République 4 minutes là au coin d'une table, ça va changer quoi que ce soit. Eric, vous voulez ajouter quelque chose au sujet de l'influence actuelle? Oui, sur la politique et la franc-maçonnerie, prenez par exemple Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été initié au Grand Orient. Bon, on va pas présenter qui est Jean-Luc Mélenchon et ses idées. À côté de ça, même Grand Orient, vous avez Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, droite. Mélenchon, gauche. Ces deux-là ne peuvent pas s'encadrer, ne peuvent pas se blairer. Ils ont des idées radicalement différentes. Qu'est-ce qui fait que ces deux personnes, aux antipodes politiques, puissent se réunir? Ils sont maçons. Alors, ils ont reçu une initiation maçonnique, ça leur a peut-être apporté quelque chose, mais le fait d'être maçon ne changera rien à leurs engagements politiques divergents à 180 degrés. C'est pour ça que la maçonnerie, en fait, est un terreau, si vous voulez, qui peut réunir des personnes de sensibilités différentes, mais à un moment donné, sur certaines choses, vous aurez des divergences fondamentales. En revanche, Jacques parlait de think tank, on sait très bien que depuis une trentaine d'années, maintenant, il y a d'autres réseaux beaucoup plus influents. Il suffit, ne serait-ce que regarder l'influence des lobbying, par exemple. On en parlait là récemment, là, je crois, les Uber Files là, de cabinets de lobbying. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, en fait, on apprend que Uber ainsi qu'un lobbyiste en chef est allé faire le siège de Bercy, a contacté Macron pour imposer, pour que Uber puisse s'implanter en France. Bon.
Imaginez si l'un des personnages en cause avait été franc-maçon. Tout de suite, mais dans l'heure qui suit, vous auriez eu tout un truc sur le complot maçonnique pour implanter Uber en France, par exemple. Bon, coup de bol pour les francs-maçons, il n'y en a aucun qui était maçon. En revanche, c'est un mini-réseau puissant. C'est-à-dire ce lobbying qui va s'exercer là est infiniment plus puissant que le franc-maçon dans sa loge à Limoges qui va rencontrer le commissaire du coin. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que comme Jacques, la franc-maçonnerie a eu une influence certaine avant, elle l'en a encore dans certains domaines, mais c'est sans commune mesure hein, maintenant ce qui se passe. Vous avez aussi les réseaux cathos, on en parle peu. Vous avez les réseaux bretons, vous avez les réseaux des inspecteurs des finances. Vous avez par exemple le groupe Bilderberg, qui est un réseau, une sorte de Davos dont on en parle beaucoup. Tout ça fait que, en fait, on a parfois l'impression que tous ces réseaux-là, en fait, ont peut-être moins pignon sur rue que la maçonnerie, mais ils peuvent être autrement plus efficaces. Et je vous donne un dernier exemple sur jusqu'où va la fraternité maçonnique. Jacques, depuis qu'il écrit des livres, qui marchent plutôt bien, chaque année, je le sais parce qu'on a un mail commun tous les deux, reçoit des propositions de frères et de sœurs pour lui demander de se faire pistonner pour se faire éditer. Donc il lui envoie des tonnes de manuscrits. Je ne sais pas, à combien de manuscrits en es-tu, Jacques, depuis 17 ans? Trop, beaucoup Bon. trop. Et ça commence toujours, mon très cher frère, mon TCF et tout, je me permets de t'envoyer ce modeste ouvrage de 850 pages. Non, putain. Tu fais ce que tu veux, mais ce serait bien de le lire d'ici la fin de la semaine. Et si tu pouvais me mettre en contact avec ton éditeur, ce serait formidable. Après, il y a des formules maçonniques dont je tairai le nom, etc. Bon. Bien évidemment, ils tentent le coup. C'est-à-dire que tous les francs-maçons ne le font pas, mais il y a des frères et des sœurs qui le font. Alors moi, je vois passer ça, je suis mort de rire parce qu'on me le demande pas, je suis profane, Dieu merci. Et à chaque fois, Jacques fait sa réponse, mon très cher frère ou ma très chère sœur, je suis ravi de ta passion pour l'écriture et je te souhaite bonne chance, mais je ne vais pas appeler mon éditeur pour te faire publier. Trouve ton chemin par toi-même, ce sera le plus beau des chemins. On va passer à l'ésotérisme, parce que je pense que ça, c'est ce qui Oui. intéresse la plus grande majorité des gens. Quand on lit des fictions sur la franc-maçonnerie, bah même vos ouvrages à vous, hein, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un autre espace-temps, avec ses coutumes, ses ambiances, ses atmosphères, même ses traditions. On est à la limite du magique, des fois, on a l'impression. On imagine facilement peut-être des capes, des épées, des salles noires, limite des caves voûtées avec des bougies un petit peu partout. Tout à l'heure, Jacques, vous parliez de rituels. Qu'est-ce que c'est concrètement un rituel? Est-ce que c'est un rituel magique? C'est une cérémonie administrative? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une mise en scène, c'est du théâtre. C'est partir du principe que quand vous mettez en scène un certain nombre de choses, vous obtenez un effet sur l'esprit humain. Vous savez, les Grecs expliquaient que quand on regardait du théâtre, soit on avait un effet mimétique, c'est-à-dire qu'on se confondait avec le héros, soit on avait un effet cathartique. C'est-à-dire qu'à force de voir le héros, surtout dans les tragédies, sombrer dans les pires malheurs, on finissait par s'apaiser soi-même. Mais en franc-maçonnerie, c'est exactement la même chose. On a des rituels qui sont extrêmement, j'emploierais le mot presque rigide, là, très, très marqué, sur lequel on ne dérive jamais. Mise en scène, limite? Pardon. C'est limite une mise en scène, c'est ça? Et c'est une mise en scène de façon à ce que les gens ressentent profondément ce qui se passe. Et ça permet aussi, c'est le deuxième avantage du rituel, après la mise en scène, ça permet aussi que les gens soient beaucoup plus réfléchis dans leur manière de faire. Par exemple, vous vous déplacez dans le temple en tenant en quelque sorte vos pieds d'une certaine manière, en plaçant vos pieds d'une certaine manière. Quand vous devez parler, vous devez le demander, vous devez avoir l'autorisation, et ça se fait selon certaines règles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout est fait, en fait, pour vous sortir du monde profane. Tout à l'heure, vous parliez de cavouté, de cierges, etc. Bien sûr, le temple est ordonné d'une manière à ce que vous sortiez de votre quotidien. Le rituel, la manière de faire sont tournés d'une manière que vous n'êtes plus dans le monde profane. Le but, c'est réellement vous sortir de l'ornière de chaque jour. Quand vous venez, vous vivez autre chose. Et donc, il faut que ça soit fort, donc il faut qu'il y ait de la mise en scène. Et ça vous permet aussi de réfléchir différemment. Parce que le but, c'est pas dans les initiations, quand il se passe des choses extrêmement grandiloquentes. Oui, bien sûr, les gens sont marqués, les gens disent oh là, il se passe quelque chose. Mais
c'est pas le but fondamental. Le but fondamental, c'est de vous aider à penser, de vous aider à réfléchir à l'aide des symboles. Et pour ça, c'est vrai que plus vous vous enfermez, plus vous coupez la sphère extérieure, plus à ce moment-là, vous verrez que vous pensez différemment. Il y a une chose, par exemple, qui est très drôle, c'est que comme pendant des années, entre le moment où vous êtes apprenti, où vous devenez compagnon, vous devez attendre de pouvoir parler, bah, les premières années, quand vous êtes assis dans la loge et vous entendez quelque chose, vous n'avez qu'une envie, c'est de parler, de bondir pour vous exprimer, en disant mais putain, c'est pas possible d'entendre ça. Mais vous pouvez pas. Vous êtes obligé de vous taire et ça va durer des mois et des mois et des mois, à raison de 2 fois par mois. C'est long, hein. Moi, j'ai horriblement souffert les premiers temps. J'avais qu'une envie, c'était de m'exprimer, donner mon opinion. Surtout que j'avais vraiment l'impression que les opinions des autres valaient pas un clou. Bon. Et puis vous êtes obligé d'attendre. Et à un certain moment, et ça tous les francs-maçons le connaissent, et c'est ça qui est effectif et favorable dans le rituel, c'est le moment où vous commencez à vous dire, mais est-ce que j'ai à dire est aussi important? Et souvent, quand vous avez l'autorisation de parler, mais vous parlez beaucoup moins qu'1 an ou 2 ans auparavant. Tout simplement parce que vous avez appris à écouter. Et ça, c'est une des premières choses, Eric en a parlé, c'est une des premières choses qui est intéressante en maçonnerie, c'est que vous êtes obligé d'écouter. Et comme une loge est très diverse, moi j'étais dans les loges, vous aviez un type qui était charpentier, puis un autre qui était président du conseil régional. Et les types se retrouvaient, c'était 2 mondes à part. Mais ils pensaient différemment, et au bout d'un certain temps, vous avez tellement de gens qui pensent différemment de vous, bah, qu'à ce moment-là, vous vous posez la question de: «Mais est-ce que ce que je pense moi est juste?» Et quand vous avez atteint ce seuil-là, là, vous commencez à penser, justement, d'une autre manière et d'une manière que je dirais plus, conviviale, plus ouverte et surtout plus tolérante. J'aurais même dû commencer par là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette aura fantasmée qu'il y a autour de la franc-maçonnerie? Parce que je pense que les gens l'imaginent vraiment comme une sorte d'assemblée mystique. Est-ce que moi, demain, si je suis accepté dans n'importe quelle loge, est-ce que je vais être confronté tout de suite à une sorte d'ambiance et une atmosphère mystique comme ça? Ou est-ce que ce sera très rationnel, très associatif? Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec non, 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 tout de suite, il y a une mise en scène, il y a une part de mystère qui est largement, largement cultivée par les francs-maçons. Vous allez avoir immédiatement un rituel qui va vous obliger, qui va minuter tout ce que vous avez à faire du moment où vous mettez un pied en loge, au moment jusqu'à où vous sortez, tout est organisé et vous n'en sortez jamais. Donc effectivement, oui, tout de suite, vous êtes dérouté, vous demandez où vous êtes. Ça n'a rien à voir avec l'AG, si vous préférez, de votre immeuble, hein. C'est radicalement, radicalement différent. Non, non, et la mise en scène est volontaire. Et c'est pour ça que la franc-maçonnerie tient. Parce que la mise en scène n'a jamais changé depuis le 18e, la première moitié du XVIIIe siècle. Donc ça fonctionne parce que les gens sont troublés, les gens sont surpris, les gens se sont dit mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est la première réaction qu'on a. Et puis après, les gens se disent bah, voilà, je suis bouleversé, je suis perturbé. Pourquoi? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer ce qu'on appelle nous le travail, c'est-à-dire le fait de réfléchir différemment. Voilà. Mais effectivement, c'est une atmosphère extrêmement mystérieuse, totalement. Et certains frères adorent la raffiner en plus, c'est-à-dire que vous tombez parfois sur des loges qui vont faire des tenues dans des grottes, ce qui veut dire que c'est particulièrement impressionnant. Et même si le rituel est très rationnel, c'est-à-dire très rassurant, très, très fort, et ben dans ce cas de figure, oui, pas le mysticisme, mais on va dire une certaine forme de sacré est toujours présent dans l'exercice de la pratique maçonnique. Bah alors, pourquoi? C'est quoi ce grand secret maçonnique? Et est-ce qu'il y a un lien justement entre tout cet aspect-là mystique et ce secret maçonnique? Je vous demande pas de me révéler là maintenant ce soir le secret de la franc-maçonnerie, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un lien justement entre toutes ces mises en scène et ce grand secret-là, ce grand mysticisme? Mais Est-ce que écoutez, c'est un moi, tout? il m'est quasiment impossible de vous répondre parce que les mots, de toute façon, n'y suffiraient pas. Mais oui, effectivement, il y a un secret. Moi, ce que je dis toujours quand la question m'est posée, je dirais que nous autres, nous sommes nés 2 fois. Bon, Eric, aidez-moi, du coup, c'est quoi le secret? Peut-être que vous savez, vous. Je sais pas, alors, moi, pour tout vous dire, je suis un peu plus. Comment vous dire? C'est comme, alors si je prends une analogie, c'est comme lire un ouvrage érotique et pratiquer. C'est-à-dire, vous pouvez lire tous les ouvrages érotiques ou voir des films porno, mais si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas ressentir ce qu'est une jouissance. Bon, à mon sens, ça doit être ça, ce qu'il nous faut, les maçons, je pense. Apparemment, il me semble qu'il se passe quelque chose pendant leur initiation qui les transcende. Ça, je veux bien le croire, honnêtement. Maintenant, je pense que cette expérience-là, elle n'est pas
unique dans le champ des pratiques symboliques, ésotériques, spirituelles dans le monde. Vous l'entendez chez des gens qui ont une pratique religieuse, vous l'entendez chez des gens qui ont une pratique de développement personnel, qui font du yoga, qui font du zen, bref, tout ce qui à un moment donné, en gros, c'est ce que disait Jacques, à un moment donné, vous sortez de votre vie profane et vous rentrez dans une autre sphère. Et ben, cette autre sphère, vous allez éprouver quelque chose de différent. Vous êtes dans maintenant c'est à la mode les univers parallèles. Vous êtes, je pense, dans une sorte de métavers en fait. Et cet univers-là, il y a différentes portes pour y accéder. Il y a la porte de la maçonnerie, il y a la porte d'autres enseignements ésotériques, d'autres enseignements traditionnels. Et si je pouvais comparer ça, est-ce que vous connaissez le concept du flow? FLOW. Le flow, c'est un état d'extase que l'on a découvert chez les grands sportifs, qui à un moment donné, en fait, en fait, le flow, c'est quoi? C'est quand vous maîtrisez votre art ou votre sport à un très bon niveau, et qu'à un moment donné, sous l'effet d'une certaine pression, vous donnez le meilleur de vous-même, vous accédez à quelque chose, une sorte d'extase qui fait que tout paraît simple. Il y a un alignement des planètes. Bon, c'est un psychologue hongrois qui l'a identifié, qui en a fait tout un corpus théorique. Et vous l'avez ensuite dans certains métiers peut-être artistiques ou dans d'autres métiers, tout d'un coup, vous avez un truc qui se passe dans votre tête et tout jaillit, tout est merveilleux, tout est fascinant. C'est un truc indicible, c'est une sensation indicible, mais qui est bien réelle. Moi, pour avoir, n'étant pas maçon, donc je ne sais pas ce qu'est l'enseignement maçonnique, ce que se provoque cette initiation, mais pour avoir éprouvé des moments de flow dans mon travail personnel, je vois à peu près ce que ça veut dire. Et ça doit être, c'était extrêmement intéressant. Donc on va dire que c'est une sorte de flow FLOW maçonnique. Après, est-ce que ça change la personne? Ça, c'est autre chose. Je pense que même chez certains, vous les voyez, ils ont peut-être éprouvé quelque chose, mais quand ils vont tourner dans la vie profane, ils seront les mêmes. C'est-à-dire, si c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, la maçonnerie va pas les changer. Ça n'empêchera pas de faire une thérapie. S'ils ont un problème d'alcool, c'est pas ça qui va les traiter. En fait, on ne devient pas des surhommes ou des surfemmes. Ça, c'est pour répondre à cette question. Ensuite, pour l'histoire du rituel et du temple. Alors là, moi, je serais d'un avis qui va peut-être vous surprendre, mais moi, quand je vais en province, quand je vais en loge pour des conférences, je demande toujours à ce qu'on m'explique ce que sont ces symboles. Et je suis fasciné. Je trouve que les temples maçonniques sont beaux. C'est-à-dire, il y a quelque chose de fascinant et de mystérieux, d'autant plus mystérieux que je n'en fais pas partie. Donc je reste à la sortie du temple et quand je vois, vous savez, ce triangle avec un œil, quand vous voyez ces symboles alchimiques, c'est beau, c'est très beau. Mais ça me ferait le même effet je vais dans une cathédrale. Étant catholique, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vais dans une cathédrale. Je pense que des juifs qui vont à la synagogue ou des musulmans qui vont dans une mosquée peuvent éprouver cette même fascination sur quelque chose. Tout d'un coup, vous avez quelque chose qui vous transcende, qui vous dépasse. Eh bien, dans ces temples maçonniques, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de parfum de mystère. Et moi, je dis toujours quand je croise des maçons qui disent, mais on voudrait ouvrir la maçonnerie, on voudrait que ce soit un temple ouvert avec des parois de verre, je dis surtout pas. Gardez votre mystère, gardez, c'est ce qui fait votre force. Vous n'êtes pas un think tank comme un autre. Vous êtes maçon, je pense que vous pouvez être fier de votre tradition qui remonte à plus de 3 siècles. Eh bien, à ce moment-là, soyez fiers de cette confidentialité, surtout dans un monde où on doit être transparent sur tout, qui est un véritable totalitarisme. Vous, par exemple, vous avez sûrement un jardin secret. Vous avez des secrets, des mystères. Bien Vous sûr, ne ouais. voulez pas que tout le monde sache ce que vous avez dans la tête. Que ce soit, Vaut il mieux y a pas, quelque oui, chose qui oui. vous appartient, c'est personnel. Eh bien, c'est pareil pour tous les gens qui nous regardent. On a besoin d'avoir une intériorité. Alors, si des gens ont besoin de se réunir et de garder ça entre eux, d'un point de vue secret, loin du regard des autres, tant mieux. À chaque fois qu'on interdit la maçonnerie, à chaque fois, c'était dans des dictatures. Où justement, ces dictatures ne voulaient pas que des choses se passent dans des endroits qui ne soit pas transparent. C'est pour ça que je me méfie énormément des discours qui réclament la transparence à tout va. Autant il faut lutter contre la corruption, lutter contre tout ce qui est atteinte à la République et la démocratie, et ça, c'est le boulot des journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte. Autant, dans certains domaines, à un moment donné, il faut rester
un peu confidentiel et avoir son petit jardin secret. Vous parliez des Qu'il soit symboles. maçonnique. Alors, euh, deux petites remarques quand même. oui, Effectivement, quand on est initié, qu'on reçoit la lumière, oui, effectivement, c'est un bouleversement personnel, c'est une donnée supplémentaire dans son existence. Euh, et je rejoins Eric là-dessus, la franc-maçonnerie fournit les outils, vous apprend à vous en servir, mais si vous vous en servez pas, ça ne servira à rien. Et c'est peut-être ça aussi, là où se différencient les maçons entre eux, c'est que tous ont reçu la lumière, mais tous n'ont pas forcément compris quels outils étaient fonctionnels, comment s'en servir et surtout à quoi ça servait. Si vous venez en franc-maçonnerie pour régler vos problèmes les plus profanes, les outils de la franc-maçonnerie ne vous serviront pas. La franc-maçonnerie vise un niveau d'élévation, j'oserais dire, pas ni intellectuel ni spirituel, mais un niveau d'élévation humain plus élevé que le simple fait de régler ces petits problèmes personnels. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que effectivement, on peut nous comparer à du développement personnel, on peut nous comparer à des religions, mais avec une énorme, énorme différence. Nous ne réclamons pas la foi en quoi que ce soit. C'est ça, notre différence fondamentale. Et par rapport au développement personnel, par rapport à tous les autres groupes, nous ne réclamons pas de croire en quoi que ce soit, ni nous ne donnons aucun enseignement. Aucun. Nous ne nous disons pas il faut se comporter comme ci pour que ça fonctionne comme ça. Nous pratiquons nos rituels, nous explorons nos symboles, nous nous servons de nos outils et c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais à aucun moment, nous demandons à ce que la personne qui entre chez nous soit aliénée à une pensée, une croyance, une doxa. Et c'est ça, à mon avis, qui fait le succès fondamental de la franc-maçonnerie, c'est le fait qu'en fait vous êtes libre, et même libre à échouer à être bon franc-maçon. est-ce que Alors vous là, pouvez là, nous... là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ce qui fait un peu le charme de notre duo, c'est qu'on n'est pas d'accord sur Bien tout. sûr, allez-y, vous êtes Je là ne pour ça. pense pas que dans d'autres enseignements spirituels, qu'ils soient religieux ou de développement personnel, à part les sectes, il y a une aliénation. Pas parce que vous croyez en Dieu que vous êtes aliéné. C'est pas parce qu'à un moment donné vous pratiquez la méditation ou le yoga que vous êtes aliéné à quelque chose. Au contraire, ce sont des facteurs, je pense, de libération euh, qui juste vous permettent de passer dans un autre univers. Bon, c'est ce qu'on appelle ce sorte de métavers différent. Euh, je ne vois pas en quoi le fait d'aller à la messe va aliéner certains ou d'aller à la mosquée. Alors après, effectivement, on peut tomber sur toutes les dérives. Chez les musulmans, les islamistes, on a des intégrés chez les cathos, on a des végétariens qui sont complètement fanatiques, mais il y a des dérives partout. Mais globalement, moi je trouve quelle que soit la démarche, en fait, quel que soit le chemin, l'important c'est de prendre le chemin. Voilà. Et à chacun son chemin. Il n'y a pas de Vous chemin. comprenez que voilà, Eric n'a pas reçu la lumière, ça se voit tout de suite, sinon il ne dirait pas ça. Mais moi, je veux qu'on parle de ces symboles là, parce qu'il y a des symboles chez les francs-maçons au niveau des chiffres, au niveau des formes, au niveau de la formulation des mots. Est-ce que, Jacques, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces symboles? Est-ce que même moi, en tant que profane, si j'étudie un petit peu ces symboles, je peux espérer déceler un petit peu le secret de la franc-maçonnerie et... Non. Non? La réponse là-dessus est tout à fait claire. Non. Vous pourrez toujours avoir une connaissance, je dirais, académique des symboles. Vous pourrez toujours les étudier dans leur évolution à travers les siècles. Vous pourrez toujours les rapporter à des traditions religieuses, ésotériques ou spirituelles. Vous pourrez toujours, j'oserais dire même délirer sur le passage du 3 au 5, au 7, du triangle qui s'inscrit dans la sphère et la sphère qui s'inscrit dans le cube, quand c'est pas l'inverse. Ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. Ça sert à partir du moment où c'est pris dans le cadre d'un rituel. D'où l'importance, si vous préférez, d'aller en loge. D'où l'importance de se voir 2 fois par mois, comme on le fait tous, pour pratiquer les rituels. Parce que si vous ne pratiquez pas, ben, le symbole, vous ne le saisissez pas. Alors bien sûr, on vous demande de réfléchir, mais vous apercevez aussi que le symbole évolue en fonction de votre propre évolution. C'est-à-dire que la manière dont vous comprenez les choses en franc-maçonnerie au début et la manière dont vous les comprenez, j'oserais dire, je sais pas, moi, au 25e degré, est radicalement différente. Mais c'est pas que la maçonnerie vous a apporté quelque chose de plus, c'est que vous avez changé. Et que donc vous vous confrontez chaque fois à une nouvelle signification, mais en ayant changé vous-même. Donc, automatiquement, vous comprenez mieux
mieux les choses. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le langage symbolique, qui oblige en fait à penser différemment, c'est-à-dire à penser par analogie. Et c'est pas pour rien que dans les romans, il y a des parties contemporaines et des parties dans l'histoire. C'est parce qu'on j'aime trouver des analogies entre les époques, ce qu'on appelle des ponts qui permettent de passer de l'un à l'autre et vraiment de mieux comprendre ce qu'on est. Et la franc-maçonnerie, c'est ça, fondamentalement, le travail avec les symboles, le travail avec les outils, parce qu'on appelle aussi bien le symbole et outils, c'est la même chose, c'est d'essayer de s'en servir pour penser différemment. Donc, en fait, en franc-maçonnerie, la science qu'on a d'un symbole ne sert à rien, si ce n'est à s'en débarrasser. Et il y a souvent, vous savez, quand vous passez d'un degré à un autre, on vous demande d'aller faire ce qu'on appelle une planche, c'est-à-dire une étude sur le triangle. Alors, tout le monde se démène pour aller chercher toutes les significations possibles du triangle. Wikipédia est pillé dans la journée. On se précipite dans les bouquins, on fait les bibliothèques, les librairies. Puis à la fin, on vous explique que, en fait, si on vous a obligé à ce travail-là, c'est pour vous débarrasser de tout ce qui a été dit sur la question. Pas. Voilà. Alors c'est très ennuyeux pour ceux qui sont en tenue et qui doivent écouter inlassablement les 352 significations du triangle. Mais au bout d'un certain temps, c'est ça. Et ensuite, c'est le rapport que vous allez entretenir vous-même avec le symbole quand vous aurez dépassé justement la valeur symbolique. Donc à partir de là, on peut en discuter pendant des heures. Vous me posez une question, je peux y répondre. Mais le sens profond, qui est chaque fois personnel, il n'est pas négociable et n'apparaît pas. Avant de mettre un terme à cette émission, je pense qu'il y a un point qu'il faut que j'aborde, sinon les auditeurs m'en voudront. Je pense qu'il y a un imaginaire collectif assez fourni et très 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 fantasmé autour de la magie au niveau de la franc-maçonnerie. On parle même souvent de satanisme ou de rituels un petit peu, même carrément magiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? La magie, elle est vraiment présente dans les hauts degrés de la franc-maçonnerie? Est-ce que ça existe vraiment, tous ces rituels, toutes ces cérémonies mystiques et magiques cachées aux yeux de la société, des gens, des francs-maçons qui sont pas très haut gradés? C'est quoi votre avis là-dessus? Alors, il n'y a aucune pratique magique dans les hauts grades, quelle soit, mais ça n'a pas empêché certains francs-maçons de s'intéresser à la magie, à titre personnel. Mais il n'y a aucune pratique magique. En revanche, la pratique même dans les grades, on va dire 1, 2, 3 et un petit peu plus, la pratique rituelique finit par fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que vous obtenez un résultat sans qu'il y ait un effet cause-conséquence. Ça passe par la symbolique, ça passe par la réflexion, ça passe par le travail sur soi. Donc ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose de magique. Mais je vous rassure, il n'y a aucune pratique de type sataniste. C'est assez drôle parce que c'est une légende qui vient du 19e siècle. C'est quelqu'un qui a été initié franc-maçon qui un jour s'est dit mais je vais faire un fric de dingue et réussir merveilleusement bien en détournant les rituels maçonniques, en leur donnant un petit côté satanique. Et au début, ça nous a fait beaucoup rire, et après, ça nous a fait beaucoup moins rire quand le pape lui-même a cru ce qui se passait. Je rappelle quand même qu'il s'agissait de quelqu'un qui s'appelait Léo Taxil, et qu'il avait réussi quand même à faire croire au monde entier que nous convoquions le diable en tenue. Au grand désespoir de tous les francs-maçons qui vous l'avoueront en sous-main, on ne l'a jamais vu. Beaucoup sont rentrés pour ça, mais ils ne le voient jamais. C'est vraiment désespérant. Mais le diable, son Léo Taxil, apparaissait en smoking, haut de froc, chapeau haut de forme, sous la forme d'un crocodile, et jouait du piano. On rêve toujours de le voir comme ça, mais on l'a jamais vu. On est très déçus. Bon, Eric, Jacques, de toute évidence, refuse de parler et essaie de noyer un petit peu le poisson. Vous en pensez quoi, vous, de tout cet aspect... de tout cet aspect mystique, magique? Vous avez vu, entendu des choses? Parce que je vois que même vous avez joué le jeu sur votre pseudo Discord. Vous avez mis Eric 77777. C'est important la symbolique dans la franc-maçonnerie. Vous avez déjà vu des choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense alors, dans votre question, il y a deux questions. Il y a un, est-ce que les francs-maçons ont des pratiques parallèles, magiques? Mais à côté de ça, est-ce qu'il existe d'autres groupes qui pratiquent ce genre de magie? Les francs-maçons en tant que tels, non. Ça, après, vous pourrez toujours trouver plein de gens qui vont vous dire oui, il y a des rituels sataniques et tout. Ce qui est vrai en revanche, et ce qui a pu peut-être intriguer les anti-maçons, c'est que vous avez énormément de textes écrits par des auteurs maçonniques, par exemple sur le rôle de Lucifer, sur le fait que Lucifer n'était pas Satan, mais était Lux Ferro, c'est-à-dire le porteur de lumière.
Et en tant que Lucifer, il était celui qui apportait la connaissance, à la différence d'un Dieu tout-puissant qui imposait sa croyance. Et parmi ces auteurs maçonniques, parmi les textes ésotériques, vous aviez d'enseignement. En particulier, effectivement, au 19e siècle et au 20e siècle. On a vu. Alors après, vous avez eu des groupements satanistes et magiques qui ont vraiment existé, qui pratiquaient des rituels satanistes, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la maçonnerie. Peut-être qu'à un moment donné, dans ces groupements-là, il y a eu quelques maçons, c'est fort possible. Mais c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on a un cas avéré d'un maçon qui faisait partie d'un groupe sataniste qu'on n'avait pas ça. Je prends par exemple le personnage de Aleister Crowley, qui était considéré comme le plus grand mage du XXe siècle. Un type absolument stupéfiant, explorateur, alchimiste, drogué, qui était membre de la plupart des sociétés secrètes, qui a développé ensuite son courant initiatique. Effectivement, c'était un sataniste, et effectivement, c'était un pervers, effectivement, qui avait des pratiques sexuelles répréhensibles. Et à un moment donné, il a côtoyé des sociétés secrètes comme la Golden Dawn, qui était une société secrète anglaise, où l'on trouvait des francs-maçons. Donc, par état d'osmose, effectivement, ça c'était sulfureux, si vous voulez. Donc, il faut différencier, je pense, très clairement la maçonnerie, telle qu'on la connaît traditionnellement, et après des groupes X ou Y qui existent peut-être actuellement, ça je n'en sais rien. En tout cas, nous, on les invente pour les besoins de nos bouquins, ça c'est clair. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous intéressez à la maçonnerie en tant que telle, on sait très bien maintenant que chacun va projeter ce qu'on appelle avec des biais cognitifs. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un biais Bien cognitif. sûr, oui. C'est-à-dire que, par exemple, si vous croyez, si vous pensez que les francs-maçons sont des gens négatifs, pervers, satanistes, qui sont derrière tous les accidents du monde, derrière les guerres et tout, vous pourrez développer tous les arguments rationnels, ça ne servira à rien. Ces gens-là seront persuadés que les francs-maçons sont l'incarnation du mal. Comme on l'a eu au 19e avec les catholiques qui voyaient dans les francs-maçons l'incarnation du mal. Mais vraiment, quand tu parlais du pape, Jacques, il était vraiment... Voilà, pour lui, c'était la synagogue de Satan, clairement. Après, cette critique-là de la maçonnerie, on peut rien y faire, elle existera toujours. En revanche, les questions peuvent être posées sur pourquoi, par exemple, dans certains rituels maçonniques, en termes de haut grade, à un moment donné, vous avez des enseignements qui sont effectivement, on peut se poser des questions, non pas sur du satanisme, mais sur quelque chose où vous vous dites, mais waouh, ça va loin quand même. Et comme le disait Jacques, ces enseignements des rituels des hauts grades, vous les trouvez, même les anti-maçons les ont publiés, Léo Taxil a publié tous les rituels maçonniques des hauts grades. Quand vous lisez les rituels des hauts grades, à juste titre, pour certains, vous pouvez vous poser des questions. Vraiment, ils pratiquent ce genre de rituel. Ils ont vraiment ça. Alors, tout ça, effectivement, il ne faut pas l'interpréter au pied de la lettre. Tout cela est évidemment symbolique. Mais moi, je peux admettre qu'on se pose des questions sur ce qui se passe en loge. Ça, c'est humain. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Un énorme merci à vous, c'était super intéressant et très 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 enrichissant. Merci pour votre temps et votre bienveillance. J'encourage tous les auditeurs à se procurer le premier tome de la saga du Soleil Noir, Le Triomphe des Ténèbres. Avant de se quitter, peut-être si vous pouviez conseiller nos auditeurs, s'ils veulent pousser le bouchon un petit peu plus loin en termes d'approfondissement de recherche sur la franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Très franchement, quand on veut vraiment s'intéresser, j'oserais dire sérieusement à la franc-maçonnerie, il faut vraiment commencer par des ouvrages de base. C'est sûr que si vous jetez sur le manuel du 32e degré, là, ça va partir en vrille et ça va être délirant. Et il faut commencer, je dirais, vraiment au niveau zéro. Et il y a un bon bouquin qui est un 3 minutes pour comprendre. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait accessible, qui a été fait par Laurent Kupferman. Donc, je crois avoir fait la préface ou la postface, je ne me souviens plus. Et qui décrit avec précision chaque rituel, chaque obédience, qu'est-ce que c'est qu'une loge, et toute la terminologie, les symboles qui vont avec. Ça permet vraiment de se lancer avec des bases qui sont les bases réelles, puisque Laurent est un franc-maçon, on a fait partie de la même loge tous les deux. Et je crois que c'est ce bouquin-là, le 3 minutes pour comprendre la franc-maçonnerie de Laurent Kupferman, c'est quand même la base maintenant pour avancer et mieux comprendre ce qui se passe réellement. Et ensuite, vous avez des centaines et des centaines de livres qui vous permettront d'approfondir des choses parfois extrêmement abscondes. Ça marche. Moi,
pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a la franc-maçonnerie et l'ésotérisme d'un côté. Il ne faut pas croire que la franc-maçonnerie, ça soit la seule incarnation de l'ésotérisme. C'est faux. Vous avez Mhm. différents courants ésotériques. Dans la tradition ésotérique, elle est riche de millénaires. Donc, vous avez des courants différents. Soit vous vous intéressez à la franc-maçonnerie, et à ce moment-là, comme le dit Jacques, vous avez des livres qui sont écrits souvent par des francs-maçons qui expliquent un peu le symbolique, la symbolique, et ça c'est plutôt intéressant. Vous avez ensuite des ouvrages qui sont écrits plutôt par des gens qui n'aiment pas les francs-maçons. Et pourquoi pas, après tout, il faut les lire, ne serait-ce que pour savoir, pour se faire son opinion. C'est très bien de se faire son opinion. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de foutaises là-dedans, mais il faut être ouvert à tout. Et à côté de ça, si l'ésotérisme vous intéresse, si tout ce monde-là vous intéresse, qui est vraiment très riche, n'hésitez pas à aller sur d'autres voies qui ne sont pas celles de la franc-maçonnerie, et vous allez voir, vous êtes tombé dans un univers qui est absolument fascinant, et qui est ce qu'on appelle, en gros, tout cela, ça repose sur ce qu'on appelle la tradition initiatique, qui remonterait bien avant en fait l'invention de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie a été créée au XVIIIe siècle. Mais bien avant, vous aviez des courants ésotériques et initiatiques qui existaient avant, ne serait-ce qu'en Égypte ancienne, sous l'Antiquité, au Moyen Âge. Et là, vous allez voir que c'est un domaine absolument fascinant, prodigieux. Vous avez un ésotérisme chrétien, si vous êtes plutôt dans sensibilité chrétienne, vous avez un ésotérisme juif, un ésotérisme musulman, on en parle peu, mais ça existe aussi. Bref, c'est tout un monde qui est en fait qui est porteur de sens et de symboles. Ou alors vous considérez que c'est de la foutaise et que ça ne sert à rien, ça sert à rien, vous fermez les bouquins et puis vous passez à autre chose. Bah merci à vous, encore une fois, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.